Salut, on va continuer aujourd'hui la série pour les débutants avec l'utilisation de la hache et comment le faire en toute sécurité. Avant de commencer, je voulais préciser que, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo sur le matériel pour les débutants, la hache est un outil que j'apprécie particulièrement. Donc pour moi, c'est un des outils les plus utiles du bushcraft. Donc si j'avais à choisir entre une hachette ou un couteau, très honnêtement, je ne saurais pas vraiment lequel choisir. Mais peut-être que je prendrai la hache, car je fais quasiment tout avec la hache lors de mes sorties. Voilà, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il y a différents types de hachettes et de haches et de tailles. Donc dans cette vidéo, on s'attardera surtout sur ce type de hachette, qui fait en gros une cinquantaine de centimètres de long, puisque c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les sorties bushcraft. Et éventuellement, s'il y a un moment ou un autre dans la vidéo, une hache plus grande ou plus petite et plus appropriée, je vous montrerai ça. Avant de commencer sur les conseils et les tests, je tenais à préciser que si je ne porte pas de gants, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en porter. Si vous tenez à en porter, renseignez-vous bien d'abord, puisqu'il y a certains gants qui semblent protéger, mais qui en fait sont inefficaces contre les coupures. Si je ne porte pas de gants, c'est en partie parce qu'avec une hache ou une hachette, le fait de se protéger les mains ne sera pas vraiment la priorité, puisque normalement, après mes conseils, on verra que c'est très difficile de se blesser la main avec une hachette. Mais par contre, ça va être très dangereux au niveau du corps et surtout des jambes, comme on va le voir. Alors effectivement, ce qui se passe avec la hachette, c'est que le gros danger, comme on vient de le voir, c'est qu'il risque de partir dans les jambes. Donc c'est encore plus vrai, au plus la hachette est petite, au plus ça va être dangereux. Tout simplement puisque lorsqu'on vient rater la cible, en fait la hachette peut finir dans le genou, dans la jambe ou dans le tibia. Donc au plus elle sera longue, au moins il y aura de chances de se toucher au niveau des jambes ou des pieds. Donc contrairement à ce qu'on pense, utiliser une hache longue est finalement plus sécurisé que d'utiliser une hachette. Donc pour ce point là, pour éviter de taper dans les jambes, c'est ce qu'on va toujours avoir dans l'esprit à tout moment lorsqu'on se sert d'une hachette. Il faut être vraiment attentif à ce qu'on fait et on va voir quelques petites règles de sécurité pour éviter l'accident. La première règle de sécurité lorsqu'on a une hachette, et ce qu'il faut essayer de faire le plus souvent possible, c'est de travailler à genoux et non pas debout. Donc pourquoi travailler à genoux? Tout simplement car si je rate ma cible, au lieu que la hachette aille dans les jambes ici, elle finira sa course dans la terre. Donc si je tape, je rate la cible, la hachette va finir dans la terre et pas dans les jambes. Donc ça, c'est une des règles de base à ne surtout pas oublier. Pour gagner un petit peu en puissance, puisque lorsqu'on est à genoux, on n'a quand même pas trop de force, ce qui arrive souvent, c'est que je me mette accroupi. Donc je me mets ici, et en fait je vais effectuer un peu le même travail. J'aurai un peu plus d'élan avec le corps, mais quand je viens taper ici, si je rate, la hachette finira quand même dans la terre. Si j'aime autant travailler avec une hachette, c'est parce que je pense vraiment que c'est un peu l'outil ultime du bushcraft, donc avec lequel on va pouvoir tout faire, refendre des bûches, tailler des pointes, faire des feather sticks, etc. etc. Donc c'est pour ça que contrairement à ce qu'on pense, une hachette doit être très affûtée. Donc on parle souvent de tranchant rasoir. Comme je vous l'ai dit, pour le couteau, c'est pas forcément la peine que ça rase les poils, mais ça doit être surtout bien affûté et bien entretenu. C'est aussi une règle de sécurité, puisque si la hachette ne coupe pas bien, elle risque de rebondir et à ce moment-là de partir effectivement vers les jambes. Donc entretenir sa hachette pour qu'elle ait quand même un tranchant satisfaisant. La hachette est un outil de percussion. L'inconvénient majeur qu'il va y avoir par rapport à un couteau, c'est qu'il va nous falloir une base pour travailler. Donc une base stable, solide et en bois, pour que lorsqu'on rate ou qu'on finit de couper quelque chose, la hache percute le bois et non pas par exemple une pierre. Donc ça, c'est un peu le gros inconvénient de la hachette. Sortie de cet inconvénient majeur, la hachette va être beaucoup plus efficace que le couteau sur énormément de tâches, comme on va le voir tout de suite. Une des choses pour laquelle la hachette va se révéler vraiment excellente, c'est pour venir tailler des pointes sur nos bouts de bois. Donc pour faire des pieux ou par exemple venir travailler sur le bâton qui tiendra la bâche pour mettre le hamac. Donc pour ça, c'est vraiment très efficace. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le bâton qui est droit et la hachette qui tape de travers. Sinon déjà le bâton risque de glisser, la hachette risque de partir. Mais c'est la hachette qui va taper tout droit, donc avec des petits mouvements réguliers. Et le bâton qui va tourner, donc soit se pencher ici, soit tourner comme ça. Donc avant de travailler ici, évidemment, comme je vous l'ai dit, on recule, on se protège avec les jambes. On peut prendre la hachette sur différentes positions, donc au plus on va être proche de la tête, au plus on va être précis, au plus on va être éloigné, au plus on va être puissant. Mais là évidemment je ne tiendrai pas la hachette au bout parce qu'au plus on est loin,
au plus il y a de bras de levier, donc au plus la tête va nous sembler lourde. Donc pour ce type de coupe, moi j'apprécie bien d'être à peu près en milieu de manche ici. Ensuite on vient taper, et vous voyez on décolle des copeaux très rapidement, sans fatigue. Voilà, donc là comme je vous l'ai expliqué, je tape droit, et c'est le bâton qui vient bouger. Donc au niveau sécurité, cette main ne craint rien puisqu'elle ne peut pas être coupée par la hache. Et celle-ci, comme je vous l'avais expliqué par le couteau, est loin du travail. Comme le bâton est penché, on ne risque pas de l'attraper au passage. Si le bâton était droit avec la main en bas, je risquerais d'attraper les doigts ici. Mais comme le bâton est penché et qu'on a la main éloignée, on ne risque rien. On est quand même à 20 ou 30 cm du tranchant. La hachette va tout droit, il n'y a aucun risque que ça vienne couper la main. La hachette peut également nous servir à couper un bout de bois, donc une branche, en 1 ou 2 coups nets. Donc si vous avez à faire ce genre de travail, il ne faut jamais travailler avec un bout de bois qui est porté avec 2 autres, puisqu'ici en fait les chocs que vous allez mettre vont être absorbés par la branche. Donc premièrement ça ne va pas être efficace, et deuxièmement ça risque de rebondir et on risque de se prendre la hachette par exemple dans la tête. Donc toujours avoir un support fixe pour travailler. Ce qui est vraiment très agréable et très efficace avec une hachette, c'est tout le travail de dégrossissage pour la sculpture. Donc par ici, on va imaginer que je vais faire une cuillère. Donc avec le couteau, ça sera assez long. Avec la hachette, ça va se passer assez vite. Donc là, toujours avec cette hachette de taille moyenne, on va pouvoir travailler sans problème. Donc ici, ça va être la même règle que pour tailler une pointe, c'est-à-dire que le bâton va être tordu et que la main qui tient ici va être très éloignée. Si jamais vous avez une partie ici assez plane sur le dessus, il faut venir la prendre comme ceci et ne pas garder les doigts dans l'axe mais bien les enlever. Donc on va travailler ici avec le côté de la pomme qui tient le bâton et qui l'appuie. Comme ça, si jamais, malencontreusement, ce qui ne risque pas d'arriver normalement si le bâton est tordu, vous viendrez toucher le bois ici, vous ne risquerez pas de vous attraper les doigts, en tout cas beaucoup moins que si vous les avez laissés dans l'axe. Voilà, on va venir assez vite débiter pour donner la forme qu'on désire au bout de bois. Donc ça se fait quand même facilement avec une hachette. Donc ici c'est la hachette de taille moyenne que je tiens toujours à peu près dans cette zone. Il est possible de la prendre plus proche pour travailler sur du vraiment précis, très précis. Voilà, il faut savoir qu'on peut également faire ce genre de travail avec une hache. Donc une hache, on va dire que ça dépasse les 60 cm. Celle-ci fait dans les 65 cm. Donc on va aussi la prendre à cet endroit. Donc sur ce genre de travail là, ça va être beaucoup plus fatigant. Parce qu'il va falloir prendre la hache avec une seule main, ce qui va solliciter énormément l'avant-bras. Mais c'est tout à fait faisable quand même. Et donc pour ce genre de coupe, c'est conseillé des plus petites hachettes qui sont beaucoup plus maniables, qu'on peut prendre à pleine main et avec lesquelles on va être vraiment à l'aise. Voilà, donc si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs hachettes, prendre une de ce type pour la sculpture, sachant également qu'on ne va pas être gêné par la base ici, puisque le manche ne touchera pas, tandis qu'avec par exemple la grande hache, ici, lorsqu'on va lever pour prendre de l'élan, le manche va taper ou le sol ou le support, ce qui peut être quand même assez embêtant. Très généralement, quand on parle de hache et de hachette, le premier réflexe des personnes, c'est de penser à la refente de bois. Donc on vient de voir en partie que c'est pas fait que pour ça, on verra encore d'autres exemples après. Mais c'est vrai que pour venir refendre, c'est quand même l'outil à avoir. Ça sera beaucoup moins fatigant que de bâtonner un couteau et surtout beaucoup plus efficace. Donc évidemment, ça va demander un petit peu de pratique, un petit peu de technique. Et on va voir comment le faire en toute sécurité. Lorsqu'on parle de refente de bois avec une hachette ou une hache, on a tendance à directement penser à cette méthode où le bout de bois est debout et où on vient le refendre par-dessus. Donc c'est une méthode évidemment qui existe et qui est très efficace. Mais pour ce genre de section, il sera plus sécurisé, voire même facile, de faire une coupe à plat. Donc une refente à plat, on va venir placer son bâton ici, et ensuite placer le tranchant de la hachette sur le milieu du bâton. Puis on va venir attraper la hachette avec une main ainsi que le bâton, puis mettre la deuxième main à côté. Donc concrètement, ça va donner ça. Donc ici, il n'y a pas de risque de se couper. Par contre, le danger viendra de taper la main sur le rondin.
Donc bien faire attention à ce qu'elle ne soit pas au-dessus du rondin lorsqu'on va se mettre à taper. Ensuite ici, en tenant le tout, on vient donner un choc. Donc ici on voit que le bois a commencé à fendre. Et ensuite il faudra taper autant de fois que nécessaire pour que ça finisse le travail. Donc ici on voit bien que le bois touche la hachette. La lame a commencé à rentrer. Il ne restera plus qu'à taper. Une fois que c'est rentré, on peut venir tordre pour que ça découpe l'ensemble du bout de bois. Si jamais je n'avais pas réussi à passer à travers, il aurait suffi de décaler la hachette, de descendre un petit peu plus bas et de retaper pour que ça fende un peu plus bas. Une fois que j'ai une section comme ça, il sera beaucoup plus facile de continuer. Pour la refente, ça va être le même principe. Donc je viens soit taper ici, soit mettre le plat de l'autre côté pour être beaucoup plus stable. Et ensuite ça va être exactement le même travail. Donc ça c'est un type de refente que j'affectionne vraiment et dont je me sers dans quasiment toutes mes sorties. Voilà, on peut assez vite venir se constituer une base de petits bois sans danger. Voilà, c'est un genre de coupe qu'on pourra évidemment retrouver avec les haches beaucoup plus longues. Donc ça va être le même principe, sauf que le manche étant plus long, on va pouvoir travailler sur des bâtons quand même un petit peu plus longs aussi. Et rien n'empêche, si c'est un bâton plus petit, de venir travailler ici en posant juste le bord du manche dessus. Donc au niveau de l'impact, ça sera exactement la même chose qu'avec une hachette moyenne. Voilà, on va venir fendre son bout de bois. Ce travail va être beaucoup plus difficile avec une petite hachette, mais c'est cependant faisable. Donc on vient faire la même chose, on colle la main et le bâton, et on va essayer de taper ici sur le dessus. Voilà, donc pour les petites sections, il n'y aura pas de souci. Donc à savoir que pour les grosses, les plus grosses, ça va être parfois infaisable, voire très difficile de le faire avec une hachette de ce gabarit. Mais si on a que ça, on peut s'en sortir. Au niveau de la sécurité, la plus grosse erreur qu'on puisse commettre, c'est de venir, par exemple, pour refendre le bout de bois ici, mettre la main là, tenir et venir taper. Donc là, il y a vraiment de grandes chances que j'attrape les doigts. Donc ce qui est, je pense, quand même arrivé souvent. Et à ce moment-là, on me dit qu'il faut des gants. Par rapport à ça, la meilleure solution, c'est pas de porter des gants, c'est d'enlever la main. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre un bâton et de venir tenir le bout de bois avec un bâton. Comme ça, quand vous allez taper, si vous ratez, au pire vous cassez le petit bout de bois, c'est pas grave. Vous risquez pas d'attraper la main. Donc que ce soit pleine main ici, le bout des doigts, des fois on se dit bon là ça peut passer. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec une hachette, c'est quand même pas évident, surtout au début, d'être très précis. Donc il vaut toujours mieux venir travailler avec un bâton. Même moi qui ai quand même assez l'habitude, je me sers toujours d'un bout de bois ici pour me protéger. Ensuite c'est la même règle, on se recule pour venir taper. Comme on l'a vu en début de vidéo, un des problèmes de la hachette, c'est qu'il va falloir une base sur laquelle on va pouvoir venir taper. S'il n'y en a pas, qu'on décide de fendre une bûche au sol, ce qui est tout à fait faisable, le problème c'est qu'on va abîmer la hache ici. Donc une des solutions, c'est de placer un autre rondin devant. Comme ça, lorsqu'on va venir tailler, donc soit ici, soit avec les deux mains plus loin ici, notre bout de bois, si jamais on arrive à le fendre ou si on rate la cible, la hachette finira sa course dans le rondin et pas dans le sol. Une des règles de sécurité également avec une hachette, c'est de ne pas la laisser comme ça lorsqu'on ne s'en sert pas, parce qu'évidemment on risque de marcher dessus, ni au sol ici, mais tout simplement de venir la mettre sur un rondin de bois. Donc ne surtout pas oublier, dès qu'on ne s'en sert pas, de la planter dans un rondin. Si vous êtes amené à travailler sur de la refente par en dessus, comme ça va être le cas ici, il est vivement conseillé de placer le rondin à l'extrémité de la base sur laquelle on veut travailler,
Tout simplement parce que si je rate la cible ici, je vais finir la trajectoire de la hache dans la base en bois et non pas vers moi. Si je plaçais le rondin ici, que je venais travailler dessus et que je rate, il est tout à fait possible que j'attrape mon genou. Donc cette règle-là va s'appliquer d'autant plus si on est debout. Si on est à genoux, il y a un peu moins de risque parce qu'on va se tenir éloigné et qu'il y a beaucoup de chances que la hache tape le sol. Mais il est quand même conseillé de placer le rondin vraiment très loin devant soi. Si toutefois vous choisissez quand même de travailler debout, donc le plus grand conseil qu'il puisse y avoir, c'est d'écarter les jambes. Car si jamais on rate la cible, la hachette passera entre les jambes ici, ne risque pas de terminer sa course dans les tibias. Pour refendre des bouts de bois, on va aussi avoir cette possibilité. Donc le bout de bois qu'on veut fendre sera ici, posé sur un deuxième, avec derrière une base solide. Donc en fait la hache va taper dans ce sens, va exercer toute sa pression vers ce bout de bois. Donc s'il n'y avait pas de support ici, pas de gros bout de bois, en fait celui-ci partirait. Donc on va se placer comme ça au niveau du bout de bois, puis on va voir pour la position. Voilà, la règle primordiale dans ce genre de position, c'est d'enlever les jambes du milieu, donc de ne pas rester jambes serrées mais bien écartées. Donc déjà on sera à la bonne hauteur, puis si je venais à rater mon coup, la hache partira entre les jambes ou éventuellement dans ce morceau. Ensuite on va venir se centrer et taper dessus. Voilà, c'est toujours bon de rappeler que c'est un objet qui nécessite quand même beaucoup de pratique. Moi j'ai passé des après-midi entières à couper du bois pour le plaisir. Donc n'hésitez pas, dès que vous en avez l'occasion, que vous trouvez un bout de bois, vous pouvez travailler, couper des petites bûches. Ici, essayez de faire, j'avais fait un coin là pour couper les plus grosses bûches, etc. Donc à la moindre occasion, sortez l'outil et essayez de travailler avec. Encore un conseil au niveau de la sécurité pour les jambes, si jamais vous avez à ébrancher quelque chose ici, donc il faut éviter de se placer du même côté que la branche qu'on veut ébrancher, sinon si on rate son coup, on risque de passer au niveau des jambes ou alors la branche fait dévier le coup, on se le prend dans le tibia. Donc ce qu'il faut toujours faire, c'est passer à l'opposé du tronc, comme ça on aura la protection du tronc. Si on rate, on va prendre le tronc et non pas la jambe. Donc se pencher suffisamment pour que la hache ne puisse pas remonter au-dessus ici, donc légèrement penché. Et ensuite, on va faire un peu comme un put au golf, mais à l'envers. Donc on va juste taper ici dans ce sens-là, en travers. Donc soit là, soit parfois, moi je m'écarte un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir sur ça une hache plus longue, puisqu'on va avoir plus de distance de sécurité. On peut même s'avancer un petit peu et taper vers l'arrière. Donc là, on peut absolument rien attraper, même si on rate son coup. Ensuite, sur les coupes comme ça, il faut toujours travailler dans le sens de la coupe. Donc là, la branche part vers ici, donc elle agrandit comme ça. Imaginons ici, elle est poussée dans ce sens-là. Il va falloir travailler ici, à ras, et non pas en sens inverse de la coupe. Comme on l'a vu dans la première vidéo sur le matériel pour les débutants, il n'est pas nécessaire d'avoir une hachette de type Wetherlings. Donc l'ensemble des conseils de cette vidéo est applicable à toutes les hachettes. Donc après ça va dépendre du choix et du budget de chacun. Je vous conseille cependant d'essayer, si vous devez en avoir qu'une seule, de prendre une hachette sur laquelle on peut mettre les deux mains. On sera plus puissant et surtout plus sécurisé puisque les deux mains seront sur le manche, il n'y aura pas de risque de couper la deuxième. Un des dangers qu'on retrouve également à la hachette et ce qui cause beaucoup d'accidents, c'est qu'en fait souvent les personnes qui veulent couper une section ici vont tenir le rondin avec la main. Donc ça c'est vraiment la pire chose qu'on puisse faire, qu'on porte des gants ou pas d'ailleurs, puisqu'ici lorsque la hache va taper, ça arrive quand même régulièrement qu'elle rippe. Et si elle rippe, on va attraper directement la main. Donc pour ça, il ne faut absolument jamais laisser la main dans l'axe de la hachette. Donc ici c'est une des plus mauvaises idées qu'on puisse avoir en travaillant à la hachette, de tenir son morceau de bois ici. Donc il vaut mieux se débrouiller pour le caler avec des pierres ou je ne sais quoi, pour que ça tienne. Et à ce moment-là, la deuxième main qui est libre passe également sur la hachette. Donc en ayant les deux mains sur la hachette, il n'y a aucun danger de venir se couper la main avec le tranchant. Donc si je travaille avec les deux mains sur la hachette, je ne crains rien. Et si je ne travaille qu'à une seule main, la deuxième main n'est jamais dans l'axe. Éventuellement, on peut même la placer dans le dos lorsqu'on travaille un peu comme avec une machette. Comme ça, il n'y a aucun danger de s'attraper la deuxième main. Et la main qui est sur la hache ne peut pas être coupée non plus.
Pour venir travailler sur ce genre de section, donc, ce qu'on va faire, c'est éloigner les jambes, prendre la hachette à 2 mains, et on va venir travailler en faisant des V ici, d'un côté et de l'autre. Ce qu'on peut faire, c'est soit avoir la hache dans les mains et changer de côté. Moi, ce que j'aime faire, c'est taper d'un côté, et ici, inverser les mains, et taper de l'autre côté. Inverser les mains et taper de l'autre côté. Donc ça a l'air assez embêtant comme ça, mais finalement, on le fait même sans réfléchir. On tape, on change. On tape, on change, et on essaye de toucher le bois environ à 45 degrés pour que ça puisse pénétrer. Évidemment, en tapant tout droit, il ne se passera rien, puisque les fibres sont trop solides. Il va falloir les prendre en travers pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la branche. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à effectuer ce travail jusqu'à terminer le bout de bois. Donc ici, cas concret, je ne suis pas sur un bout de bois au sol. Donc si ma hache tape dans le sol, bon, je ne crains rien au niveau des genoux, mais je risque de les mousser. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit travailler ici, puis tourner le bout de bois, travailler de l'autre côté, ou soit travailler directement sur une surface en bois, comme on l'a vu juste avant. Si vous êtes amené à travailler sur une grosse section comme ça, donc on peut s'y prendre de différentes façons. La première, c'est la même que tout à l'heure, en étant au sol ici, et de venir taper par en dessus. Donc là, on ne prendra pas de risque au niveau des jambes. Par contre, lorsqu'on aura terminé notre V, on va se retrouver un petit peu coincé, surtout si on ne peut pas bouger le bout de bois, puisque le dernier coup sera forcément vers le sol, et on va enfoncer la hache dans le sol. Donc la bonne méthode, ça serait de travailler par devant, ici, de créer le V à 45 degrés, puis passer de l'autre côté, travailler le V à sens inverse. Il ne restera qu'une fine couche de bois au milieu qu'on terminera par un seul coup au milieu. Le problème qu'il y a dans cette position-là, c'est qu'il y a quand même un petit risque de venir attraper la jambe si on rate. Et c'est pour ça que c'est conseillé de travailler avec des haches plus longues. Puisque si on a une hache plus longue, ici, même en étant debout, donc je ne suis pas bien grand, mais même en étant debout ici, c'est impossible que je vienne toucher ma jambe. Donc ce qu'on peut faire également, c'est placer un deuxième rondin derrière, un petit peu plus haut, qui servira de protection. Donc si j'ai un rondin un peu plus haut et que je venais à rater la cible, j'attraperai mon rondin. Donc toujours penser à protéger ses jambes. Pour ce genre de travail, par contre, une petite hachette de ce type sera presque inutile et on risquera surtout de se taper au niveau de la main. Donc voilà, donc si on n'a que ça, on peut directement oublier ce genre de section. C'est attaquable avec une hachette moyenne, mais c'est vivement conseillé quand même de le faire avec une grande hache. Beaucoup de personnes conseillent la scie à la place de la hache, donc j'ai absolument rien contre la scie, je trouve que c'est un outil merveilleux. Seulement avec la hache, on va être plus complet et surtout on ne va pas être gêné lorsqu'on voudra travailler, imaginons, sur cette section-là. Donc ici, on va avoir un bout de bois très grand qui sera peut-être plus grand que la taille de notre scie. Et la scie va rester coincée au milieu, ou alors on ne pourra pas la faire tourner, etc. Avec une hache, peu importe la taille de la hache, à condition que ce soit quand même une hachette de ce type et pas une hachette de sculpture, on va pouvoir arriver à la fin du travail, évidemment au prix de pas mal d'efforts, mais il n'y a pas de limite au niveau du diamètre du bois sur lequel on va travailler. Avec une hachette, je vais également pouvoir venir, évidemment, enlever de l'écorce, même sur des grandes sections, même avec une hachette un petit peu plus longue. Donc ce sera toujours très agréable. Et on va pouvoir faire du gros travail, comme par exemple dans l'absolu venir tailler une sorte de poutre dans ce rondin de bois. Donc chose qui ne serait pas trop faisable avec un couteau. Ça peut être très très intéressant. Utiliser une hachette va être souvent plus efficace qu'utiliser un couteau. Donc par exemple, si je veux travailler ici, faire un petit plat pour cuisiner, un petit replat, avec un couteau ça va être quand même assez long, assez embêtant. Donc pour enlever l'écorce ça va, mais pour tailler le plat dessous ça va être plus difficile. Tandis qu'à la hachette, on va pouvoir travailler ici un petit peu comme si on faisait une sculpture. Donc on va débiter beaucoup plus de matière, beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins de fatigue. Voilà, on peut décrocher de beaux copeaux sans effort. Donc là on continue jusqu'à avoir un replat pour pouvoir cuisiner dessus. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas forcément la plus grande hache qui va être la plus fatigante. Elle sera plus lourde à transporter, plus difficile à manier sur les petites tâches avec la main près de la tête,
mais en fait elle va être beaucoup plus puissante. Donc pour les grosses tâches, ça va débiter beaucoup plus fort, beaucoup plus facilement. Et vu que le poids de la tête est plus élevé, on pénétrera quand même plus facilement dans le bois. Donc c'est pour ça que j'ai différentes hachettes. En fait la grande je m'en sers principalement l'hiver, ou quand je sais que je vais vraiment avoir beaucoup de bois à faire. Autrement généralement je me sers surtout de la hachette qui est au milieu, puis la plus petite surtout pour les sculptures. Avec une hache, on va également pouvoir tomber des petits arbres. Donc là évidemment je ne vais pas faire de démonstration puisque je n'ai que du verre sous la main, et je vais vous expliquer le principe. Si vous souhaitez abattre un arbre, ce qu'il va falloir faire en premier lieu, c'est regarder de quel côté il penche, donc de quel côté potentiellement il pourrait tomber. Donc généralement les arbres ne sont pas droits, parfaitement droits, ils ont plus de branches d'un côté, ou alors ils sont légèrement tordus, inclinés, etc. C'est de ce côté-là que l'arbre tombera, donc c'est de ce côté qu'on va commencer le travail. Donc imaginons que là l'arbre tende à tomber de ce côté-là, c'est de ce côté que je vais commencer mon encoche. Donc je vais travailler ici à 45 degrés, sur plusieurs tapes. Puis ensuite je fais une coupe à plat pour dégager le copeau que je viens de faire. Je tape, etc. jusqu'à ce que j'arrive au centre de l'arbre. Une fois au centre de l'arbre, donc il sera fragilisé du côté où il devra tomber, je vais simplement passer à l'opposé. Et imaginons que mon encoche soit ici, je vais faire une encoche un petit peu plus haut que l'encoche que j'ai faite en premier lieu. Ici je reprends le même principe, je travaille à 45 degrés ici, puis j'enlève les copeaux. 45 degrés et j'enlève les copeaux. Une fois que l'arbre va arriver donc au milieu de la coupe, il va se laisser emporter par son propre poids et tomber à l'aide de l'encoche qu'on a créée au départ. Donc il tombera du côté où on l'a souhaité. Il faut d'abord regarder dans quel sens il risque de tomber. Donc en faisant ça, on ne risque rien, puisqu'on va taper de ce côté-là en premier, et ensuite on va s'éloigner de ce côté-là pour taper de l'autre côté. Donc ce qui craint par contre, si jamais vous faites ce genre de coupe, il faut bien regarder qu'il n'y ait pas de branches mortes au-dessus de vous qui risquent de vous tomber dessus, et bien regarder que l'arbre ne se coince pas dans d'autres et vous retombe dessus. Donc ça peut être un gros risque. Au niveau de la coupe en elle-même, il n'y a pas trop de risque puisqu'on vient travailler de ce côté, on finit de l'autre côté, donc l'arbre tombera du côté opposé, il ne risque pas de nous tomber directement dessus. Le danger peut venir d'en haut ou un arbre qui revienne vers vous. Voilà, cette vidéo se veut quand même pas mal théorique. Si vous voulez un peu plus de démonstration, n'hésitez pas à regarder mes vidéos de bivouac. C'est souvent, je me sers de la hache et je fais un peu les coupes qu'on a vues aujourd'hui. Ou dans mes vidéos de test des hachettes que j'ai fait, où je montre aussi le pouvoir de coupe de ces haches. Avec une hachette bien affûtée, on va pouvoir faire le même travail qu'un couteau. Évidemment, ça sera peut-être moins confortable pour cette hache-là, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, on va pouvoir faire toutes les mêmes tâches qu'avec un couteau. Évidemment, ce sera beaucoup moins agréable. Pour toutes les règles de sécurité par rapport à ce type de coupe, je vous invite à regarder ma vidéo pour les débutants. À propos du couteau, je vous mettrai un petit lien dans la description. Avec une hachette bien affûtée, on va également travailler sur du feather stick. Donc ici, on vient prendre la hachette donc soit au niveau de la tête ici, soit très proche de la tête. C'est pour ça qu'il faut regarder si la prise est agréable. Donc moi personnellement, je me sers soit de cette prise, soit je viens prendre un petit peu le marteau dans la main. Et on vient pousser tranquillement, on laisse glisser la hachette dessus pour venir tailler des feather sticks. Voilà, on peut assez facilement, en laissant le poids du fer agir, venir obtenir des feather sticks vraiment acceptables, qui seront peut-être un petit peu moins fins qu'au couteau, mais qui prendront feu assurément. Au niveau de la dragonne sur les hachettes, donc moi personnellement je la mets jamais au poignet, puisque si jamais la hache m'échappe, elle risque de revenir vers moi. Donc je mets une dragonne juste pour la suspendre dans le garage. Il y a un élément qui est assez important sur une hachette, c'est le marteau qui se trouve à l'opposé de la tête. Donc ce marteau peut simplement nous servir à venir planter nos sardines ou éventuellement des clous. Mais il peut également nous servir lorsque le bois est coincé au niveau de la hache, quand on cherche à refendre un bout de bois.
En fait, on va tourner la hache et taper sur le marteau, ce qui va libérer le bout de bois. J'avais fait une petite vidéo là-dessus, je vous mettrai un petit lien dans la description. Au niveau de l'entretien, sachez que si vous choisissez une hache de ce type-là, il va falloir l'entretenir assez régulièrement. Donc tout manche en bois demande à être huilé. Donc moi je le fais avec un mélange de 50% d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Et au niveau de la tête, c'est souvent en carbone. Donc là c'est une lame au carbone. Donc comme on l'a vu pour le couteau, il suffit de l'essuyer lorsqu'on est sur le terrain. Quand on rentre, moi je le lave au liquide vaisselle. Je l'essuie, je le laisse sécher avant de le ranger dans l'étui. Et bon, il n'y a pas trop de soucis. En parlant de l'étui, il faut également, s'il est en cuir, venir le graisser de temps à autre. Donc c'est un outil qui demande quand même pas mal d'entretien si vous prenez ce type de hache. Moi je trouve ça sympa de prendre soin des outils. C'est quand même agréable. Après si vous prenez une hache de type manche en plastique, il y aura beaucoup moins d'entretien évidemment. Si vous voulez une hache en bois et que vous avez la possibilité d'aller la chercher en magasin, il va falloir vérifier quelques petits points pour savoir si elle est de bonne qualité ou non. Donc la première des choses à faire, c'est de vérifier les fibres ici. Il faut que les fibres du bois soient au maximum alignées. Donc si jamais elles sont plutôt horizontales que verticales, ce qui va se passer, c'est que lors d'un choc, le bois va forcer et vous risquez d'ouvrir finalement les fibres. Et donc le manche sera beaucoup moins solide. C'est souvent le cas sur les hachettes pas chères, par exemple les petites hachettes qu'on a en supermarché. La plupart du temps, le bas du manche est peint. Donc c'est pas une question d'esthétique, c'est que les fabricants veulent masquer en fait les fibres du bois pour ne pas qu'on voit qu'elles soient vraiment horizontales. Vous pouvez vérifier si vous voulez, si vous en avez. Donc les haches, on va dire bas de gamme, risquent d'avoir les fibres assez horizontales. Ensuite, ce qui compte, c'est de venir regarder si le tranchant est bien aligné à l'ensemble du manche. Donc ici, le tranchant qui se retrouve à ce niveau-là est bien aligné. Donc il se peut aussi que sur des haches de ce type, le tranchant ne soit pas bien aligné. Le problème, c'est que souvent on achète les haches sur le net, donc on ne peut pas vérifier. Donc là, en l'occurrence, je suis tombé sur un bon modèle. Mais il arrive que même sur des modèles comme ça, le tranchant soit légèrement désaxé. Donc c'est pour ça, si vous avez la possibilité d'acheter en magasin, n'hésitez pas. Comme on l'a vu dans ma première vidéo sur le matériel chez le débutant, la hache est un outil qui reste optionnel. On peut très bien s'en sortir avec un couteau et une scie. Bon, moi personnellement, j'aime la hache ou la hachette. Ensuite, c'est un objet qui peut quand même être dangereux. Donc bien veiller aux normes de sécurité qu'on a vues aujourd'hui. Donc surtout au niveau des jambes, sachant qu'au niveau des mains, si on suit bien les conseils, on ne devrait pas avoir de risque sur les mains. Ensuite, c'est un outil qui est utilisé en pleine conscience, donc on fait bien attention à ce qu'on fait. Et on évite de s'en servir lorsqu'on est fatigué. Donc aussi lorsqu'il fait nuit, il est conseillé plutôt de se servir de la scie. Bref, un outil qui n'est pas à prendre à la légère. On peut très bien s'en servir sans danger, avec condition de respecter quelques règles de sécurité. Évidemment, dans la majorité des sorties, on n'a pas à tomber des arbres ou à couper des grosses sections. Mais la hache peut être utile pour toutes les tâches qu'on a vues, donc venir refendre des petites bûchettes pour le feu, ce qui est plus rapide et plus facile avec de l'entraînement que de bâtonner le couteau. On peut s'en servir pour tout plein de tâches qu'on rencontre en bushcraft habituellement, même par exemple venir cuisiner, etc. Donc une hache peut être très polyvalente, c'est pour moi l'outil le plus polyvalent qu'on puisse retrouver en bushcraft. Donc énormément de choses à dire dessus, en plus que c'est un outil que j'apprécie vraiment. J'espère que vous aurez pu apprécier cette vidéo, surtout qu'elle vous ait aidé à comprendre son fonctionnement, puis surtout à travailler en grande sécurité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.